Bonjour à toutes et à tous. Merci Marie, merci Anka de nous avoir introduits pour ce premier atelier. C'est vrai qu'on a la chance et l'honneur de pouvoir faire cette première émission avec vous. Donc on est très content d'être là et de vous accueillir ici dans notre studio pour parler de cette thématique qui est très intéressante et qui est aussi très large, comme l'a présenté Marie, sur le futur. Quel est le futur de vos contenus vidéo et live? Alors on n'a pas on n'a pas de palantir, on n'a pas de don de voyance, mais on a essayé en tout cas de trouver 5 types de contenus vidéo au sens très large qui peuvent vous intéresser pour votre plan de communication en 2025. Pourquoi est-ce qu'on propose cette thématique? Parce que à Viastoria, on a plusieurs compétences, plusieurs métiers, plusieurs savoir-faire. On travaille à la fois pour la télévision, à la fois pour des films de publicité qui sont diffusés au cinéma, à la télé ou sur les réseaux sociaux. Et on a aussi une partie qui est streaming, événements digitaux. Donc en fait, avec tous ces savoir-faire, on s'est dit que on avait forcément un peu une visibilité et une appétence sur les tendances qui vont arriver en 2025 sur les formats vidéo, que ce soit du live ou de la VOD. Et on a décidé donc d'analyser un peu tout ce qu'on voyait passer, tout ce qu'on a pu vivre en 2024 pour pouvoir aussi anticiper l'année qui arrive. Et donc voilà, c'est aujourd'hui la thématique qu'on propose, interaction, réalisation, quel futur pour vos contenus vidéo en live. On va parler d'interaction comme dans le titre c'est précisé. Ce live est aussi interactif, donc n'hésitez surtout pas à écrire dans le chat ou à me poser des questions, à me dire si vous êtes d'accord, pas d'accord. En tout cas, il y a un temps qui sera dédié à ça en fin d'émission où là où on pourra échanger sur ce qui a été dit auparavant. Si vous souhaitez interagir au compte-gouttes ou en tout cas pendant l'émission, n'hésitez surtout pas pour me permettre de rebondir. Comme vous le voyez, je suis tout seul en plus en plateau, donc si vous souhaitez me tenir compagnie, ce sera avec grand plaisir. Je vous propose qu'on démarre directement par le contexte. Pourquoi est-ce qu'on fait cette émission aujourd'hui? On est dans un monde, et je pense que vous le savez, que vous soyez agence, média, créateur de contenu, où l'économie de l'attention est quelque chose de très important et surtout de plus en plus compliqué à atteindre quand on est, encore une fois, un média, une marque ou un créateur de contenu. D'après d'ailleurs une étude de Microsoft qui a été publiée en 2015, je pense que vous avez déjà tous entendu ce chiffre, on est passé de 12 à 8 secondes d'attention. Donc on voit que ça régresse, on voit que ça baisse, et ça peut s'expliquer par pas mal de choses, notamment le fait qu'il y ait plus d'écran qu'avant, plus de contenu qu'avant. Et d'ailleurs, c'est Bruno Patino dans La civilisation du poisson rouge qui nous donne cette statistique. Et un autre chercheur qui s'appelle Jean-Philippe Lachaud du Centre de recherche en neurosciences de Lyon, lui nous dit que ce qui compte aujourd'hui, ce n'est plus de ne manquer de rien, mais c'est de ne rien manquer. C'est le fameux effet FOMO que vous connaissez, qu'on connaît tous. Et donc aujourd'hui, on peut expliquer ça par rapport à tous les contenus qu'on a, qu'on soit sur TikTok, Instagram, on est toujours vraiment recouvert, en tout cas inondé même de contenu, d'informations qui rentrent. Et je pense qu'aujourd'hui, en tant qu'agence, en tant que créateur de contenu, même de médias, on a tous un rôle à jouer là-dedans pour justement ne pas tomber dans le toujours plus de médias, toujours plus de contenu, que ce soit sur les réseaux sociaux, que ce soit pour notre communication à nous, la communication même de nos clients. Et donc c'est vraiment quelque chose qui est important pour nous, ne pas faire du contenu au détriment de la qualité et essayer de proposer un contenu utile et captif qui peut captiver votre audience. Par exemple, on me demande souvent dans mon métier au sein de l'agence, c'est quoi Thomas la vidéo idéale pour performer sur les réseaux sociaux? C'est vrai qu'aujourd'hui, je peux vous dire que j'ai pas la réponse magique, malheureusement. C'est pas parce qu'on va dire que la vidéo fait moins d'une minute qu'elle va marcher. C'est pas parce qu'elle va prendre tel ou tel hack d'attention qu'elle va fonctionner. Donc en fait, il n'y a pas de recette magique, il n'y a pas de baguette magique là-dessus. C'est moi la question que je pose souvent aux clients ou à la personne qui me la pose, c'est quel contenu on va mettre dedans. Parce qu'un contenu de 6 secondes peut être à la fois très ennuyant s'il n'est pas intéressant. Par contre, un contenu de 52 minutes, par exemple un documentaire, s'il est ultra intéressant, ultra fourni, riche en informations pour votre cible, là par contre ça peut être hyper aussi intéressant pour eux et vous allez pouvoir captiver votre audience. Donc en fait, peu importe le format, peu importe la durée, ce qui est important c'est ce qu'on y met dedans et c'est surtout ça qu'on va voir aujourd'hui, c'est quelles techniques on peut utiliser, quel contenu on peut utiliser et quels sont un peu les contenus forts de l'année 2025 à venir. Donc pour cela, je vous propose qu'on démarre directement dans le vif du sujet avec notre premier type de contenu qui va nous intéresser aujourd'hui, c'est les contenus qui sont de plus en plus immersifs. Alors, c'est vrai qu'en tout temps, on a toujours essayé de créer le maximum d'immersion des spectateurs dans nos contenus. Donc l'idée, c'est d'immerger le spectateur, de le mettre au cœur du contenu ou du dispositif qu'on va mettre en place. Et c'est vrai qu'aujourd'hui,
techniquement et culturellement, il est possible de faire beaucoup de choses et de surprendre et d'intéresser votre public, en fait, que ce soit via de la vidéo ou via du live. C'est pas forcément en direct, on peut aussi surprendre et faire et faire de l'immersion avec des contenus qui seront plus diffusés en VOD. Et pour illustrer cet exemple, j'ai pas trouvé de meilleur extrait que l'Eleven All-Star qui a été organisé il y a 2 ans par Amine, donc c'était le 19 novembre 2022 déjà, au stade Jean Bouin à Paris. Alors le concept est très simple, pour vous l'expliquer rapidement, c'est une équipe de streamers français contre une équipe de streamers ou de créateurs de contenu espagnols qui se sont rejoints dans un vrai stade de foot avec un vrai public, une diffusion en streaming, et l'idée c'était de voir s'affronter ces deux équipes. On peut se dire là actuellement que, alors oui, on va filmer des gens jouer au foot, alors que ce soit des footballeurs ou des créateurs de contenu, ça va rester pareil, on va mettre les mêmes caméras aux mêmes endroits, le même dispositif, et tout le monde sera content, les spectateurs en présentiel sont contents, les gens en distanciel sont contents. Mais ce n'était sans compter l'ingéniosité de Carnage, le producteur de l'émission, qui lui s'est dit on va rendre ça interactif, on va rendre ça immersif pour nos spectateurs. Et un événement a marqué Internet. À la 82e minute de jeu, faute à l'entrée de la surface sur Amine, Boumé prend quelques pas pour tirer le coup franc et le reste appartient désormais à l'histoire d'Internet. 2-0 pour l'équipe de France. Pour toi, le score, il est suffisant ou il en faut encore? Ouais, non, un petit troisième, comme ça, la boucle est bouclée. Ok, bah écoute, Billy, on te laisse 203. On va voir ça, merci Billy. Jamais 203, bien Billy, bien. Voilà ce qu'on aime. Le coup franc est à suivre en faveur des tricolores. Oh, la caméra. On est à la 88e minute. 88e minute. Ça peut être du Boumé pour frapper avec son numéro 21. Boumé, poteau. Alors pour vous, c'est peut-être anodin, mais c'est vrai que pour moi, ça veut dire beaucoup. C'est vraiment un événement qui a marqué à la fois Internet, même la réalisation de manière générale, même à la télé ou dans d'autres supports, ou même dans les contenus de communication. Avec ce cadreur qui se balade en fait sur le terrain, on apprend 3 choses qui vont nous intéresser et qui vont rendre nos contenus le plus immersifs possible. Déjà, l'importance de casser les codes traditionnels, c'est-à-dire on aurait pu filmer ce match comme un match de foot classique, mais là, on s'est dit non, on va essayer quand même de trouver quelque chose pour intéresser notre audience, qu'elle soit sur place ou en distance. Ça permet aussi de s'adapter à une nouvelle audience, justement, avec une nouvelle culture, des nouvelles habitudes de consommation, et toujours de surprendre cette audience qui a besoin d'être un peu challengée, de ne pas toujours se reposer sur nos lauriers en termes de réalisation et de dispositifs techniques. Et ici, ce qui était intéressant, c'est qu'on a pris un jeu vidéo qui est FIFA, que vous connaissez sans doute tous, et on s'est dit, on va faire la même réalisation que dans un jeu vidéo, mais pour un vrai match de foot. Et c'est pour ça, du coup, que les cadreurs étaient sur le terrain, se baladaient, tournaient autour des joueurs, et on le voit d'ailleurs que maintenant même les arbitres dans le vrai foot ont des caméras aussi POV sur leur torse. Donc en fait on rentre vraiment là-dedans et c'est beaucoup plus large que uniquement sur Internet. Et ça permet aussi de donner l'impression aux spectateurs qui peuvent pas être en tribune, d'être aussi sur le terrain, d'être avec les joueurs, de pouvoir les pousser d'une manière différente. Et ça a été vraiment remarqué au point de vue national, ce dispositif, mais aussi d'un point de vue international, parce qu'il y a quelques temps, pour ceux qui suivent aussi tout ce qui est streaming ou événements un peu web, il y a eu un match retour France-Espagne qui a été fait en Espagne. Ça a été filmé par un gros groupe qui filme la Liga, tous les matchs de Liga qui s'appelle Mediapro. Et ils ont fait pour le coup, eux, un dispositif technique très classique, très pro, qui marchait très bien, comme ce qu'ils font pour un vrai match de foot Real-Barcelone par exemple. Mais il manquait ce petit zeste de folie, ce petit coup de génie de vas-y, on va essayer de trouver quelque chose qui vont un peu nous différencier. Et c'est vrai que dans le chat, ça a été un peu la déception entre guillemets des personnes qui trouvaient que la réalisation n'était pas aussi bonne que celle qui a été faite 2 ans auparavant. Du coup, on voit aussi même à la télé, hein, c'est vrai que je prends un exemple très Twitch, mais par exemple, si vous avez suivi la cérémonie d'ouverture des JO de Paris, pareil, c'était un dispositif qui était hyper immersif, on était au cœur de l'événement, pour ceux qui n'étaient pas présents sur place, et on a eu de la chance parce que vu la pluie, c'était cool aussi de suivre de chez soi à la télé bien au chaud, on avait l'impression d'être dans l'événement, dans ce côté déambulation, sur le bateau, sur les toits, donc c'était vraiment, vraiment intéressant. Maintenant, comment se l'approprier pour sa communication? Parce qu'on est là pour ça, on analyse les tendances et après on voit comment est-ce qu'on peut se les approprier. Et ben, c'est juste de se poser la question, quand vous réalisez une vidéo, un live, un événement, peu importe le format de votre contenu, c'est de se dire comment j'intègre le spectateur, quelle est sa place dans mon dispositif, est-ce que je le laisse de côté consciemment? Est-ce que je le mets au cœur du dispositif? Donc ça peut être avec des techniques de POV, ça peut être donc de point of view, des techniques de réalisation, ça peut être de la technique matérielle, ça peut être aussi avec des outils, comme on l'a vu avec Twitch, qui peut nous permettre aussi de créer ce genre de choses. Donc vraiment, comment on rend notre contenu immersif et comment notre spectateur devient
acteur et devient au cœur du contenu. Et j'ai vu récemment passer une campagne institutionnelle, donc c'est pas commun et c'est pas tous les jours qu'on en croise une qui est assez intéressante et qui colle totalement à notre sujet aujourd'hui de l'immersion, qui casse un peu les codes justement de ce qu'on pourrait imaginer d'un spot de pub classique. Et je vous propose qu'on le regarde et on en discute juste après. Ok, donc, on peut me croiser dans la vie de tous les jours. Oui. Ok, je nourris Léo. On parle bien de ton Léo qui est au collège. C'est ça, ouais. Ok. Donc, je nourris Léo tous les midis. Oui. Et tout à l'heure, tu m'as dit que je réparais aussi les routes. Ouais. Et tu m'aides à aller bosser en vélo. Ah bon? Ils font ça aussi? Ouais, je te jure. Je savais pas. Non, mais vous voyez, mais même vous savez pas qui c'est. Allez, c'est bon, ça me saoule. Terminé. Non, mais bon, c'est vrai qu'ils font plein de trucs. Vas-y, je te donne un nouvel indice pour t'aider. Tu aides papy à rester à la maison. Et tout à l'heure, tu m'as dit que j'aidais les personnes handicapées. Bah, aussi. Non, mais je fais tout, quoi. Mais c'est n'importe quoi. Ça tient en 35 heures, tout ça? Et étape suivante, c'est quoi? Je construis des pyramides, j'organise des soirées. Ah bah presque. Ma mairie a rénové la salle des fêtes grâce à toi. Ah bah là... Alors? Bah non. Non, bah non, j'ai pas, y a pas de... Mauvais joueur. Département? Ah ouais, sérieux? Bah ouais, moi j'aurais trouvé. Hein. Et oui, pas facile de savoir tout ce que le département d'Ille-et-Vilaine fait pour vous. Simple, efficace, on est un acteur parmi, on incarne un comédien, on incarne un acteur, on est pris aussi au jeu de ce jeu du post-it. Et donc ce qui est intéressant là-dedans, c'est justement le côté immersif et le côté de les spectateurs deviennent acteurs. Et c'est justement notre deuxième point. On va parler des contenus maintenant qui sont de plus en plus interactifs. Et pour ça, on va aussi voir un peu les différentes... dans le monde du visuel, il y a différents, on va dire, univers. Il y a tout ce qui est lié au cinéma, à la télévision, à Internet ou à la communication vidéo. Et c'est vrai qu'on se dit toujours que c'est des milieux qui sont très opposés pour beaucoup de choses, que ce soit en termes de production, en termes de financement, en termes de réalisation, en termes d'objectifs, en termes de diffusion aussi. Et là, on va vous parler un peu d'un exemple qui réunit un peu tout ça. Du coup, ce qui est intéressant là-dedans, c'est que peu importe le support, la diffusion, ou même, encore une fois, c'est du contenu de communication réseaux sociaux ou un contenu documentaire pour de la télé, on essaye toujours de le rendre le plus interactif possible. Et pour illustrer les propos, je vous propose qu'on parle d'une réalisation qu'on a faite il y a quelques temps avec Arte et Fourmi Rouge. Alors, je ne sais pas si vous l'avez vu passer, ça avait fait un peu parler au moment où c'est sorti. En gros, Arte a fait il y a quelques temps un film qui était diffusé en direct en plan séquence sur leur site streaming arte.tv qui s'appelait Jour de gloire, et en gros c'était le soir des élections pas législatives, même présidentielles, où les comédiens, on les suivait du coup en plan séquence, ils arrivaient devant la télé et on voyait le résultat en direct de l'élection. Arte s'est dit, ça ne nous suffit pas, on va encore aller plus loin, du coup on va essayer de faire un film interactif diffusé sur Twitch cette fois-ci et aussi sur les plateformes de streaming, mais où on va faire des choix, où il y aura plusieurs choix, plusieurs arbres, plusieurs étapes dans un arbre narratif, où les spectateurs vont pouvoir, via des sondages, choisir telle ou telle action, que les comédiens doivent faire telle ou telle chose, tel ou tel choix. Donc vraiment, on rentre dans un autre monde, un autre presque univers, parce que là, on est sur quelque chose qui n'a jamais été fait sur Internet, en tout cas en France. Et donc là, pendant 2 heures de film, 2 heures de fiction, les spectateurs qui ont suivi, donc il y avait plus de 10 000 personnes qui ont suivi ce live, ont pu à chaque fois voter dans les sondages pour choisir la suite des événements. C'était vraiment une prouesse à la fois technique, à la fois culturelle, à la fois créative, parce que tout était mêlé là-dedans. Et ce qui est intéressant là-dedans, c'est que la boîte de production, donc Fourmi Rouge, qui a travaillé avec Arte sur ce film, nous a choisi parce qu'on avait justement cette expertise entre télé, Internet, et donc on a réussi à être le lien entre les deux, ce qui est pas chose simple, mais en tout cas c'était une première en tout cas à ce niveau-là, en termes de réalisation et en termes de rendu, et on en est vraiment très très fiers. Et pour celles et ceux qui ne l'auraient pas vu passer, je vous propose qu'on regarde un making-of qui est réalisé pendant cette émission. Bonsoir à toutes et tous, bienvenue dans ce live absolument exceptionnel sur la chaîne Twitch de Arte FR. Ce que nous allons vous proposer ce soir, c'est le film dont vous êtes le héros. Tout sera choisi par vous directement dans le château. Allez, entendu. C'est parti, amusez-vous bien, let's go.
l'équipe qui nous rejoint, messieurs, dames. Voilà, il y a tout le monde. Oh ouais, parfait. Merci d'avoir suivi les burgers volants. Des gros bisous. Ciao. Merci Cassandre pour le c'est pas mal, j'imagine que c'était par rapport à la production. C'est gentil et n'hésitez pas, comme dit, ce live est interactif, donc si vous souhaitez poser des questions ou juste réagir, on va essayer de prendre les réactions au fur et à mesure, les questions au fur et à mesure. Et encore une fois, il y aura un petit temps d'échange en fin d'émission, mais si vous souhaitez réagir spontanément, n'hésitez surtout pas. Donc les contenus de plus en plus interactifs, les avantages, c'est quoi? On en a listé encore une fois 3. Le premier, c'est l'implication du spectateur. Quand on est spectateur, maintenant, on a besoin d'être entre guillemets stimulé, on a besoin de vouloir prendre part à l'histoire, on a de plus en plus de mal entre guillemets à être uniquement passif, donc on implique le spectateur dans l'histoire, dans le contenu, et du coup il vit cette expérience avec nous et il a l'impression aussi de participer à ça. Ce qui est intéressant aussi en deuxième point, c'est la co-création de l'histoire. Là dans l'exemple qu'on a vu, donc c'est vraiment poussé à l'extrême de l'interactivité de ce qu'on peut faire en termes de vidéo et de live pour impliquer les spectateurs, mais en fait le sentiment de co-créer une histoire aussi, c'est quelque chose qui n'est pas anodin. On a l'impression de vivre un événement, encore une fois, inédit, singulier, qu'on va construire nous-mêmes le soir-là, entre guillemets, qui va avoir lieu qu'à ce moment-là, et pour lequel on a l'impression d'être le réalisateur, le producteur, c'est nous qui allons faire des choix, etc. Donc c'est vraiment pas rien, et en termes de sentiment d'appartenance ou même d'implication, ça permet aussi de garder un public, une cible, une audience sur plusieurs minutes, voire plusieurs heures. Par exemple, ce live a duré en tout près de 3-4 heures, et les gens sont restés du début de l'intro à la conclusion qu'on a pu voir à la fin de la vidéo. Et le dernier point, c'est de créer un lien fort justement entre votre marque, votre événement avec votre public. Parce que plus les événements sont interactifs, plus les gens vont pouvoir échanger avec vous, vont pouvoir se sentir proches de vous. Et surtout, c'est comme ça qu'on crée des liens avec des personnes, tout simplement. Si on peut avoir des interactions entre guillemets IRL, on peut en avoir URL avec des événements ou même avec des vidéos à distance, avec les commentaires, les réactions qu'on peut avoir sur les réseaux sociaux, etc. etc. Comment se l'approprier donc pour votre communication, ces contenus interactifs? En fait, c'est comme pour les contenus immersifs, il faut toujours se poser la question de comment le rendre interactif. Quand je crée mon contenu, maintenant c'est quasiment obligatoire, il faut qu'il soit interactif pour toutes ces raisons-là, en termes de visibilité, en termes de toucher votre audience, en termes de réaction et surtout de récupérer des informations aussi de votre public. Comment est-ce qu'on peut le rendre? Est-ce que c'est une question de diffusion? Est-ce que c'est une question technique? Est-ce que c'est dans le contenu qu'on va essayer d'interagir avec notre spectateur? Tout ça, il faut idéalement se le poser en amont pour pouvoir ensuite créer le meilleur contenu qui répondra à ces demandes, à votre demande et à cette philosophie-là en fait de créer de l'interaction avec votre public. Ce qui est intéressant aussi, c'est que j'ai vu passer il n'y a pas longtemps un spot qui a été fait par l'agence Buzzman pour Ikea, qui a été diffusé sur Netflix et c'était vraiment dans ce qu'on vient de se dire en termes d'interaction. Pour le coup, c'est de la vidéo, on va dire brute, donc il n'y a pas de live, il n'y a pas d'interaction, mais le contenu fait que le spectateur est forcément pris dans un dialogue avec le spot et je vous propose qu'on le regarde tout de suite. Bon, on se lance un petit truc à cette heure-ci? On le sait tous, bien dormir c'est important. Regardez, on a des couettes chaudes, des oreillers ergonomiques, rafraîchissants, et si ça suffit pas, on a une toute nouvelle invention, le spoil. En effet, nous avons développé un algorithme pour savoir où vous en êtes. D'ailleurs, le brin à la fin... Je plaisante. Je vais pas le faire tout de suite. Je le ferai plus tard, si on se revoit. Ah, donc moi je vous donne des conseils pour mieux dormir, et vous êtes toujours pas couché. Non mais je sais, hein, vous vous dites, oui, c'est une pub Ikea, ils peuvent pas me spoiler. Vous avez tout faux. Moi j'ai tout regardé, je connais toutes les fins. D'ailleurs, là où vous en êtes... Non les gars, c'est pas pro là, sérieux. Bon, allez.
Vous l'avez vu, on est sur du spot de pub classique, mais ce qui est intéressant, c'est la diffusion qui a été faite entre minuit et 3 heures du matin sur Netflix, entre les films ou les séries que la personne va regarder. Et donc à chaque fois, on essaye de menacer le spectateur en disant si tu vas pas te coucher, je vais te spoiler, si tu vas pas te coucher, je vais te spoiler. Donc il y a à la fois un côté malsain dans le sens où on veut aller au bout du bout pour voir jusqu'où on peut aller dans cette communication, ou est-ce que du coup on dit ok, je vais aller me coucher pour éviter de me faire spoiler. Bon, spoiler au final, il spoile rien du tout, vous l'aurez compris. Mais c'est intéressant parce qu'on est dans un échange malgré le fait que ce soit pas en direct et que ce soit pas un streaming diffusé en live. Et donc c'est un format, comme le dit Cassandre dans le chat, qui colle très fort au livre dont vous êtes le héros, que vous avez forcément connu, que vous connaissez encore maintenant. Et c'est vrai que dans Danse avec les stars d'internet et les films interactifs sur Netflix sont clairement dans cette lignée-là. Et du coup, le film qu'on a vu avant, Les Burgers Volants, est encore une fois dans cette optique-là. Et c'est vrai qu'on va en voir de plus en plus arriver, que ce soit sur toutes vos plateformes et même sur les réseaux sociaux où l'interactivité est de plus en plus mis en avant. Je vous propose maintenant qu'on passe au troisième type de contenu, les contenus qui sont de plus en plus intimistes. Alors là, si vous voulez, vous aussi, ou en tout cas si vous êtes dans cette optique de scaler votre mindset d'entrepreneur pour onboarder votre business, votre self-care branding, vous n'avez pas pu rater ces nombreuses vidéos qui sont énormément présentes sur les réseaux sociaux, sur TikTok, Instagram ou autres. Si vous scrollez des heures ou des minutes durant, vous n'avez pas pu rater ces personnes qu'on voit, comme moi aujourd'hui d'ailleurs, je suis un peu ma propre caricature, où on est derrière un micro et où on parle, on délivre un message, soit à plusieurs, soit tout seul. Et ces vidéos, clairement, sont devenues légion sur les réseaux sociaux. Alors l'idée, c'est de voir pourquoi et de voir aussi comment est-ce qu'on peut s'approprier ce format. C'est vrai que dans un monde où la surproduction est toujours plus poussée, on voit des contenus pour des marques ou même pour des créateurs ou même pour des chaînes télé qui demandent toujours plus d'argent, toujours plus de moyens. Si on parle du dernier documentaire d'Inoxtag, par exemple, qui a gravi l'Everest, c'est colossal en termes de durée. C'était 1 an de préparation, des films, des documentaires, cinéma, télé, etc. Donc là, on est vraiment sur le summum de la production vidéo qu'on peut faire aujourd'hui. Et je ne parle pas encore du cinéma, qui est encore un autre milieu, un autre monde. Mais on revient maintenant de plus en plus sur les réseaux sociaux pour les marques ou pour nous personnellement sur des contenus qui sont en tout cas plus intimistes, plus simples, moins chers et un peu plus cool, un peu plus chill comme ça. Ça permet plusieurs choses. Ça permet déjà de redescendre un peu la sauce de la surproduction qui arrivait à un sommet entre guillemets. Et surtout, l'audience qui parfois aussi, quand on le voit dans les commentaires, sont un peu fatigués de toujours voir des choses toujours plus grosses. Qui va faire la plus grosse vidéo, quelle marque va mettre le plus d'argent pour faire telle ou telle chose. On revient à la base, c'est-à-dire un micro, une caméra, des personnes qui parlent. Et ça, c'est plutôt intéressant. Ce qui prouve aussi cette remontée, cette hype sur ces nouveaux formats, c'est le top 10 qu'on a trouvé sur Spotify en France des podcasts audio les plus écoutés. Ce qui est intéressant là-dedans, c'est qu'il y en a 3, c'est justement ce format-là, c'est ce format invité, on parle autour de micro, on parle d'un sujet pendant 1-2 heures. Donc là, vous voyez par exemple Légende de Guillaume Play, Micro-chaussettes de Squeezie et Freddy Gladieux, ou encore Hot Girls de Only de Chloé Gervais, qui sont 3 podcasts vidéo, mais qui sont aussi au format audio et aussi en format vidéo, qui sont diffusés sur YouTube notamment et sur les plateformes de streaming audio. Ceux-là sont portés par des créateurs de contenu assez connus ou par des médias, mais ça montre quand même qu'il y a toujours cette tendance qui est forte avec, encore une fois, cet esprit micro, cet esprit un peu plus cocooning, un peu plus tranquille. Et donc, c'est assez intéressant parce qu'il ne faut pas grand-chose pour pouvoir lancer votre média. Pourquoi est-ce que c'est intéressant de lancer justement votre format podcast vidéo? On va dire podcast vidéo parce qu'à la base, podcast, c'est forcément que audio, mais maintenant, c'est devenu un peu un terme bizarre. Et donc, on va dire podcast vidéo, ça veut dire à la fois un format qu'on peut diffuser en plateforme de streaming et sur des plateformes de vidéo. Les avantages sont multiples. Déjà, c'est une production qui est peu onéreuse, ça permet en 1 ou 2 heures de faire un épisode avec entre guillemets peu de moyens, encore une fois, ça dépend encore une fois des productions, mais on peut par exemple ici quand on fait des podcasts, dans ce studio qui est dédié à ça en podcast vidéo, on peut accueillir un client qui vient une journée ou une demi-journée, et s'il veut faire des épisodes de 30 minutes, 1 heure par exemple, il peut en faire 4 en une demi-journée et 8 en une journée, et donc il repart le soir avec 8 épisodes audio, 8 épisodes vidéo, et
à partir de là, il peut aussi décliner ces formats pour en faire des teasers, pour diffuser des extraits de citations un peu inspirantes, comme on l'a vu dans l'extrait d'avant. Encore une fois, sans abuser, on garde toujours en tête ce qu'on avait dit dans la première partie sur la surproduction, la surconsommation. L'idée, c'est pas du tout d'en faire trop, mais d'essayer de faire bien et toujours d'apporter un contenu utile à son audience. Ces formats aussi, en avantage, ce qui est intéressant, c'est qu'ils sont, comme vous l'avez vu, déclinables en audio et en vidéo, donc vous pouvez vraiment les mettre un peu partout. Et ça s'adapte aussi à votre audience qui préfère peut-être écouter des podcasts en voiture le matin, qui préfère se poser le soir tranquillement pour regarder une vidéo. On s'adapte aux nouvelles habitudes de consommation. C'est exploitable donc sur plusieurs semaines, parce qu'après, avec tous ces contenus-là, vous êtes tranquille pendant plusieurs mois, plusieurs semaines. En termes de déclinaison, c'est presque infini. Ça vous permet de devenir votre propre média aussi, parce que, alors on peut faire des relations presse, c'est très bien et c'est totalement quelque chose qui est à part, mais qui est très intéressant. Mais si vous souhaitez devenir votre propre média avec votre propre message, le format podcast vidéo est clairement quelque chose qui peut vous aider là-dedans. Ça peut aussi vous permettre d'affirmer votre expertise. D'ailleurs, si vous invitez des gens, ce que je vous recommande fortement dans votre podcast, l'idée, c'est pas d'être comme moi, de parler tout seul face caméra et de délivrer un message entre guillemets descendant, mais c'est d'avoir des gens autour pour pouvoir parler justement de contenu, d'expertise, de partager toutes ces informations en fait entre vous. Et en plus de ça, vous avez un rôle à la fois de médiateur qui est un rôle de média, donc vous invitez des gens à partager leur expertise, mais aussi un rôle d'expert, parce que vous pouvez rebondir dessus et aussi imposer un peu votre marque et votre savoir-faire, que ce soit avec vos collaborateurs ou avec même des invités externes. Ça peut être d'autres entreprises, des clients, des prospects ou vos propres collaborateurs. Ça peut aussi être de l'interne comme de l'externe d'ailleurs. Il n'y a pas vraiment de souci là-dessus. Et c'est aussi un format qui vit dans le temps. Si on fait un podcast sur un sujet, on va dire, pas forcément qui rebondit sur de l'actualité, on peut tout simplement le faire durer. Ça peut être mis sur une plateforme d'hébergement comme YouTube par exemple. Il peut durer 6 mois sans problème, voire 1 an, et être toujours entre guillemets intéressant avant de refaire pourquoi pas un deuxième podcast format vidéo pour rebondir sur cette actu et surtout se remettre à jour. Donc voilà, en tout cas, pour le petit hashtag ad, hashtag collaboration commerciale, ici, vous avez un studio qui peut permettre de tout ça. On serait très heureux de vous accompagner là-dedans en termes d'édito ou de production audio et vidéo. Donc n'hésitez surtout pas. Et, par contre, ne faites pas comme moi, venez avec des invités, c'est toujours plus intéressant et plus pertinent. Je vous propose maintenant qu'on passe à notre 4e contenu qui concerne les contenus de plus en plus narratifs. Alors, par narratif, on entend beaucoup de choses, c'est-à-dire on voit en ce moment que l'histoire, le storytelling prend encore plus de place qu'avant. Ça a toujours pris beaucoup de place, mais là on en prend encore plus. Et comme beaucoup d'entre vous, je pense, je ne sais pas, vous me le direz dans le chat, je me suis découvert une passion pour la F1 en regardant notamment F1 Drive to Survive, qui est un super documentaire produit par Netflix, une série documentaire produite par Netflix. Et c'est un format parmi tant d'autres. On voit plein d'autres formats sur Internet qui explosent. Et du coup, c'est des formats qui sont plus approuvés, c'est des formats qui fonctionnent et qui sont de plus en plus appréciés à la fois en télé, mais aussi sur Internet via des créateurs de contenu notamment qui sont spécialisés dans le storytelling, comme on peut le voir ici avec Feldup. Parce que ce sera la première édition d'un type de findings tout nouveau que j'appellerais les findings compléments d'enquête. Voilà, par exemple, si on veut s'immerger dans l'univers de Feldup qu'on vient de voir juste avant, on peut poser une ambiance en plateau, on peut se filmer, on peut commencer à parler d'histoires d'horreur, de findings, de lost media, etc. On a fait cet exemple avec Feldup, on peut le faire avec d'autres types de formats. On peut aussi changer l'ambiance, comme vous voyez, là on reste dans une ambiance un peu intimiste, mais un peu plus flippante. Donc ces créateurs, par exemple, on parlait de Netflix, par exemple, qui font des grosses productions. Des marques aussi peuvent faire des documentaires très intéressants. Et on a ces créateurs comme The Great Review, Ego ou encore ou Feldup qu'on vient de voir, qui sont des grands storytellers français qui sont très connus maintenant sur les plateformes de réseaux sociaux. On peut s'en inspirer pour nos propres contenus en termes de brand content digital, de vidéos, parce que ces gens-là ont un peu l'expertise et la science de la narration, et c'est très intéressant pour s'approprier un peu ces phases de narration, comment est-ce qu'on construit une histoire, comment est-ce qu'on la développe, et d'ailleurs, je ne pouvais pas ne pas vous en parler. Il y a un super documentaire qui s'appelle DJ Mehdi, Made in France, qui est diffusé et produit par Arte, qui est une pépite en termes de réalisation, en termes de contenu, en termes d'interview, en termes de storytelling
storytelling comme on l'a vu juste avant. Et je vous propose pour cela qu'on regarde un extrait pour, j'espère, vous donner envie de voir pour ceux qui ne l'ont pas vu et pour faire profiter ceux qui l'ont déjà vu parce que ça fait toujours plaisir de le revoir. Je m'appelle DJ Mehdi, producteur de rap et de musique électronique. Il est en studio avec des pitbulls, avec la mafia Quinfree, et le soir, il va danser avec Cassius et Daft Punk à New York. À l'époque, il n'y a pas de compositeur. Donc me dire qu'il y a un mec de mon âge qui compose, mais avec quel matériel? C'est fabriqué un sampleur et il nous faisait des putains de sons. Avec ça. C'est Mehdi qui pond le nom. Dead Banger Records. Il n'y avait jamais eu une histoire qui fait que des mômes s'intéressent à un label. Le son de Justice, c'est nous qui l'avons fait, mais c'est Mehdi qui nous a dit c'est ça. DJ Mehdi était un génie. Le monde de la musique est en deuil. DJ Mehdi vient de mourir à l'âge de 34 ans. C'était quelqu'un qui avait ce truc de considérer que rien n'était impossible. Faut reconnaître qu'on lui doit tout à Mehdi. Le prénom Mehdi, ça veut dire rassembleur. Donc il a porté son prénom jusqu'au bout. Voilà, pour ceux qui ne l'ont pas vu, je vous le recommande encore une fois très chaudement. D'ailleurs, on peut passer un petit bonjour aux équipes de Studio du Rhin, aux équipes de Innervision, des Indépendants et de Sepia qui co-organisent ce soir un événement justement à Strasbourg avec le réalisateur Thibaut de Langeville de ce documentaire-là qui va venir ici pour parler et échanger sur comment il a réalisé ce documentaire qui a fait beaucoup de bruit et je pense que vous en avez forcément entendu parler d'une manière ou d'une autre et si c'est pas le cas, encore une fois, allez-y, n'hésitez surtout pas, c'est très intéressant. Ce documentaire est très intéressant aussi, comme on l'a vu avec les storytellers, on peut en apprendre des choses sur leur narration. Sur ces documentaires aussi, on peut apprendre des choses pour nous, nos formats de communication. Et quels sont un peu les bons ingrédients justement à en tirer. Déjà, le premier, c'est le storytelling. Comment est-ce qu'on raconte une histoire? Comment est-ce qu'on le met en image? Ça, c'est très important et très intéressant. Et il faut forcément de l'écriture, il faut un peu de réflexion là-dessus. Et il faut délivrer le message qu'on pense être le plus intéressant. Mais attention, en deuxième point, dans les ingrédients, on va dire, qui font le succès de ces documentaires, et je pense que c'est le plus important, c'est d'avoir un angle. C'est vrai qu'aujourd'hui, on voit beaucoup de documentaires un peu popés partout, que ce soit les créateurs, encore une fois, ou la télévision. Mais ce qui différencie un bon documentaire d'un mauvais documentaire, c'est l'angle choisi. Est-ce qu'on va vraiment pas dans une niche, mais en tout cas sur une thématique très précise? Est-ce qu'on reste très large et très lisse? Moi, je vous recommande vraiment d'aller dans un angle très clair et très défini. Je vous prends l'exemple de 2 films que j'ai vus récemment, ou même 3. Par exemple, Monsieur Aznavour, qui est sorti il y a quelques temps au cinéma, ou même Bohemian Rhapsody, qui est sorti il y a plusieurs années maintenant, qui sont 2 documentaires ou 2 biopics sur des vies d'artistes que j'ai trouvé personnellement très plats, très lisses et donc très peu intéressants au final. Alors, je ne sais pas ce que vous en avez pensé vous, mais voilà, moi je les ai trouvés sans parti pris créatif, même que ce soit en termes d'édito, même en termes de réalisation. Donc au final, à quoi bon faire un documentaire si c'est pas pour partager un message ou un avis ou même un film, parce que du coup c'est plus des documentaires films. Et par contre, il y a un autre film qui est sorti en même temps que Bohemian Rhapsody à l'époque, qui s'appelle Rocketman, qui parle de la vie de Elton John, qui lui pour le coup a pris un angle vraiment, un parti pris très créatif et un angle très intéressant, en tout cas très, on va dire, assumé. Alors après, on aime ou on n'aime pas, mais je trouve que du coup, c'est plus intéressant, Rocketman, par rapport aux 2 autres, par rapport à ce côté, on est droit dans nos bottes, on choisit le sujet qu'on veut faire et on va aller au bout de cette chose-là en sortant des sentiers battus. L'autre point très important dans les documentaires aussi, c'est les témoignages. Vous l'avez vu avec l'extrait de DJ Mehdi, vous l'avez vu avec d'autres vidéos qui tournent derrière moi. Les témoignages rajoutent toujours du sel à votre création. Et quand on a les bons témoignages, quand on a les bonnes personnes à interviewer, alors là, il faut vraiment en profiter, il faut récolter le maximum d'informations. Et avec ces témoignages, avec ces personnes qui vont parler face caméra pour vous, vous allez pouvoir aussi adapter votre écriture. Si jamais vous apprenez des choses par tel ou tel témoin, vous allez pouvoir l'incorporer dans votre écriture, réutiliser ça et dire au final on va changer tel ou tel truc, on va pouvoir contacter lui aussi. Donc réaliser vraiment beaucoup de témoignages, pour moi c'est ça qui fait vraiment la différence aussi. Et ne pas hésiter à utiliser des photos d'archives, des vidéos d'archives. Il ne faut pas avoir peur de ressortir des vieilles choses, sachant que beaucoup d'entreprises en ont. Ce qui est intéressant aussi avec le format documentaire, c'est que si vous êtes une petite entreprise, vous avez une histoire à raconter.
quand je dis une petite, une jeune entreprise, vous avez une histoire à raconter. Et si vous êtes une vieille entreprise, une grande entreprise par exemple, vous avez aussi une histoire à raconter. En fait, on a toujours des histoires à raconter, peu importe la taille, peu importe la durée, peu importe le style de l'entreprise, on a toujours quelque chose à dire. La question est de savoir quoi, et on revient sur la question de l'angle, où là, il ne faut pas forcément dire, voilà, on est telle ou telle marque, regardez tout ce qu'on fait, c'est super, mais angler avec de l'actualité, avec une prise de position, avec vos valeurs à mettre en avant, c'est vraiment très très important. Comment maintenant s'approprier ces techniques de documentaire dans vos contenus de communication? En tout cas, c'est intéressant déjà de reprendre le format documentaire tel quel, ou reportage, ou en tout cas format long. Moi, c'est quelque chose dans lequel je crois beaucoup, les formats longs. Alors c'est vrai qu'on est toujours, encore une fois, si on revient à ce qu'on se disait avant, sur les formats très courts, très cut, de gens qui parlent derrière des micros, qu'on scrolle à l'infini. Mais moi, je suis très partisan des formats longs. Je pense que ça revient très fort. On le voit, que ce soit sur Internet ou à la télévision. Donc, il ne faut pas hésiter à en faire. En plus de ça, vous avez peut-être de la matière, comme on l'a vu avec les archives, vous avez peut-être déjà des témoins, donc vraiment, ne vous en privez pas. Les avantages de ce format pour vous, c'est que vous maîtrisez votre message, vous maîtrisez votre histoire, vous êtes votre propre producteur. Par contre, je vous conseille quand même, si c'est possible, de faire appel à quelqu'un d'extérieur pour vous aider à l'écriture, parce que quand on a un regard extérieur, c'est toujours plus intéressant que quand on est dedans depuis 30 ans dans une boîte ou 40 ans. Forcément, on ne sait pas qu'est-ce qui est intéressant, qu'est-ce qui ne l'est pas, ce qui est normal, donc n'hésitez pas à faire appel à des externes pour ça. Ça vous permet aussi de transmettre des émotions, parce que dans le documentaire, on parle souvent de vie d'entreprise, de vie de collaborateurs, donc forcément ça va transmettre des choses et ça va aussi rapprocher votre audience de votre marque. Et c'est aussi un support audiovisuel durable, parce que quand on fait un documentaire, c'est pas pour le diffuser une fois et un contenu éphémère et ensuite qui disparaît 2 jours plus tard. Donc c'est vraiment un investissement entre guillemets sur le long terme, mais qui va répondre à plusieurs problématiques, que ce soit même du recrutement, de l'image de marque, ce genre de choses par exemple. Et donc ça renforce aussi le sentiment d'appartenance à votre entreprise ou à votre marque pour un public externe, mais aussi, et je dirais même surtout pour un public interne, parce que on aime tous regarder des documentaires sur notre société, et c'est vrai que des fois, même quand notre entreprise passe à la télé, on est fier, quand on voit un beau documentaire, on est fier, donc ça rajoute aussi ce côté d'appartenance au sein de l'entreprise, mais aussi avec un public extérieur. Et pour terminer ce 5e point, en tout cas le dernier point de la présentation, je vous propose qu'on passe au contenu qu'on a titré de plus en plus multiculturel. Alors, qu'est-ce que ça veut dire des contenus de plus en plus multiculturels? Beaucoup de choses. Déjà, on a beaucoup parlé des médias, on a beaucoup parlé des plateformes, mais est-ce qu'on n'arriverait pas aujourd'hui à une sorte de croisement des chemins? Vous l'avez vu, je parle de d'internet, de télé, je mélange un peu tout, que ce soit des contenus de communication, c'est volontaire, parce qu'aujourd'hui je pense que on peut s'inspirer de plein de choses qui se passent un peu partout. En fait, si on est assez curieux, si on est assez ouvert, si on est intéressé par le cinéma, par les réseaux sociaux, voilà, vraiment, je vous demande pas de binge-watcher forcément des choses, mais si on reste ouvert d'esprit, on peut vraiment s'inspirer de tout ce qui se passe de meilleur à la télé, sur Internet, et se l'approprier pour notre communication, peu importe le support. Aujourd'hui, comme on le voit à l'image, Danse avec les stars d'Internet est un dérivé de Danse avec les stars, l'émission phare de TF1, et cette émission a été produite avec un créateur de contenu, diffusée sur Twitch, et la finale a été diffusée sur TF1, et a fait un carton d'audience, parce qu'on est arrivé à quasiment 1 million de spectateurs, donc ce qui est vraiment énorme pour une émission Internet, et pour une émission aussi même télé de manière générale. Donc en fait, on arrive à une sorte de moment où Internet et la télé se regardent face à face et commencent à vraiment, entre guillemets, devenir amis, devenir alliés dans la création de contenu. Et ça doit, nous, en termes d'agence aussi, en termes de création de contenu, nous intéresser, parce que si les formats maintenant sont plus fixés à telle ou telle plateforme, ça c'est du TikTok, ça c'est du Insta, ça c'est du YouTube, si on arrive à se dire que les formats peuvent être vraiment publiés un peu partout et que ça dépend surtout du contenu plus que sur la forme, en fait ça enlève beaucoup de limites, beaucoup de frontières à notre créativité et à notre façon de voir les choses. On a aussi vu France TV qui fait des émissions avec Zerator, notamment Boat. Donc maintenant, des France TV Slash qui est beaucoup investi là-dedans, qui diffuse à la fois sur sa plateforme Twitch et à la télé les mêmes émissions. On l'a vu aussi avec le dernier Zénith de la dernière émission de Zen, par exemple, qui a été aussi co-diffusée sur France TV. Donc on arrive vraiment à ce moment-là, qui est très intéressant. Et il faut que nous, on arrive à rentrer là-dedans pour créer toujours des contenus plus intéressants et plus pertinents. Je vais vous poser une petite question pour revenir un peu sur ce côté multiculturel. À votre avis, quel est le point commun de ces 4 personnalités ?
Alors, je ne sais pas si vous l'avez dans le chat. Je vais pouvoir comme ça vous lire un petit peu. Alors, je vois Claire qui nous parle pour les contenus intimistes des formats télé-réalité, intégralement en live par exemple. Ouais, tout à fait. C'est vrai que les formats télé-réalité sont des contenus très intimistes, voire parfois trop intimistes, entre guillemets, mais diffusés en live ou même avec une sorte de suivi régulier, c'est clairement prenant pour le spectateur. Alors France Télé, oui, c'est vrai qu'ils sont quasiment, ils sont tous sur France Télé, je crois, ou Claire Chazal peut-être ne l'était pas, comme nous dit Martin. Oui, c'est ça, Magali, animateur à l'origine. Cassandre, ils font des lives et des vidéos YouTube. Ils sont sur des formats podcast sur les réseaux. Bruno, ils sont multiplateformes de diffusion. Exactement. Alexandre, ce sont des présentateurs qui sont passés sur la télé, à YouTube et Twitch. Exactement. Vous l'avez trouvé directement. Et c'est vrai que c'est très, très, j'allais dire, synonyme de ce qui se passe. En fait, c'est une sorte de... pas de dommage collatéral, mais ça montre un peu dans le monde dans lequel on vit. Samuel Etienne, Claire Chazal, Faustine Bollert et Élise Lucet sont des journalistes à la base, des animateurs télé à la base depuis plusieurs années. Et aujourd'hui, depuis 1 an pour la plupart, ils se sont lancés sur les réseaux sociaux, sur Twitch, pour créer d'autres formats. Et on voit aujourd'hui que ces 2 formats maintenant se répondent, que ce soit et aussi surtout qu'ils sont co-diffusés sur la télé et sur Internet. Donc en fait, il n'y a plus vraiment encore une fois, de frontières. Donc ça doit nous intéresser, nous, parce qu'on peut se l'approprier pour notre propre communication. Comment ? Encore une fois, je pense que c'est toujours une question de réflexion sur le contenu à la base. C'est qu'est-ce qu'on va faire de ce contenu-là, sur quel moyen, sur quelle plateforme on va le diffuser, et comment est-ce qu'on va le co-créer avec notre audience, ou même ça peut être travailler avec des créateurs de contenu. On en a beaucoup en région, on en a beaucoup au national. Ça peut être aussi cette mécanique-là de faire des vidéos avec des créateurs de contenu, par exemple. Mais c'est pas forcément que ça. Ça peut être juste, nous, de se dire, créer des formats multiculturels, multigénérationnels, c'est ce qui marche aujourd'hui. Encore une fois, je vais donner beaucoup d'exemples de télé et d'Internet, mais parce que c'est très parlant. Les Traîtres sur M6, par exemple, qui est une émission de loup-garou, entre guillemets, non officielle loup-garou, a son émission avec des créateurs de contenu, a une émission avec des personnalités publiques, a une émission avec les deux mélangés. Donc, en fait, ils essayent de trouver un juste milieu pour intéresser tout le monde et surtout de réunir des familles derrière des écrans. Et on peut l'imaginer pour nos contenus de communication, si on fait un documentaire par exemple, ce genre de choses, comment est-ce qu'on réunit des familles derrière un écran ? On l'a vu aussi dans les exemples, Étoile, qui est un streamer aussi très présent sur la plateforme, sur Twitch, a réalisé il y a quelque temps une émission de quiz de Culture G, parce qu'il est très fan de questions pour un champion, où il a réuni des champions d'Internet et des champions de télévision pour les mettre ensemble et faire une émission aussi avec eux. Donc en fait, voilà, c'est pour... encore une fois, montrer et essayer de pousser cette chose il n'y a plus de frontières, il n'y a plus d'Internet, il n'y a plus de télé. Maintenant, on parle juste de création vidéo, de création de contenu. Il n'y a plus de choses préfaites c'est du TikTok, c'est du Insta, c'est du YouTube, mis à part, encore une fois, la forme. Et en plus de ça, le format... il faudrait de mettre de plus en plus de côté parce qu'on voit que les plateformes font un peu ce qu'elles veulent avec les formats là. Par exemple, vous l'avez peut-être vu passer aussi sur YouTube Shorts. À la base, on était à 1 minute de vidéo. Là, YouTube annonce qu'on passe à 3 minutes. Pour l'instant, c'est pas encore fait, mais ils ont annoncé ça il y a quelques temps. Donc en fait, les formats, les longueurs changent, les durées changent, mais la culture, ou en tout cas le contenu, lui, ne changera pas. Et lui est viable sur plusieurs mois, plusieurs années. Alors que, encore une fois, les plateformes, les moyens de diffusion, eux, nous imposent, entre guillemets, une sorte de formatage. Donc ça me tenait assez à cœur de parler de ça en fin d'émission, de parler de cette parenthèse un peu multiculturelle de déformatage, idéalement à adopter de manière collective, parce que je pense qu'on est dans une génération où on suit beaucoup de choses, toujours en essayant de faire attention à ne pas être trop sur les réseaux sociaux, forcément, parce que c'est quand même pas non plus très très bien. Donc que retenir de tout ça ? Déjà, sortons des sentiers battus. Je pense qu'il y a beaucoup de choses à faire, il y a beaucoup de choses à explorer. Et je pense que sur Internet, ils sont en train de le faire. À la télé, ils sont en train de le faire. Et en communication, on arrive aussi à un moment donné où on le fait déjà beaucoup. Il y a beaucoup de choses qui se font, beaucoup de campagnes sympas. Mais on va aussi rentrer dans ce monde de l'audiovisuel où on va aussi tester des choses. Et je pense aussi, encore une fois, que tester, c'est pas grave. Si quelque chose ne marche pas, c'est pas grave. Si ça marche, c'est tant mieux. Mais voilà, faut pas hésiter de tester. Faut pas rester enfermé dans une case, entre guillemets. Je pense qu'il faut aussi qu'on ait dans notre esprit que chaque contenu, en tout cas, doit être utile pour notre audience, et aussi en plaçant le spectateur au centre du dispositif, toujours essayer de se dire est-ce que je vais intéresser quelqu'un, est-ce que ça va servir, mon propos va servir quelque chose, est-ce que je vais aider des gens, que ce soit des clients, des prospects ou juste une communauté, et aussi toujours penser interaction.
peu importe votre contenu, c'est vraiment la chose qui va faire que votre contenu sera plus viral, plus partagé, parce que du coup, interactif avec votre audience. En parlant de contenu utile, j'espère que celui-là l'était. J'ai été très content d'échanger tout ça avec vous. Donc maintenant, je pense qu'on va pouvoir passer aux questions-réponses si vous en avez ou si vous avez juste des réactions peut-être là-dessus. Est-ce qu'on a des formats narratifs en format court? Oui, ça existe beaucoup et c'est ce qu'on appelle aussi... Alors, je ne sais pas si c'est encore ce nom-là, web-série, qui peut être aussi des chapitres d'extraits de documentaires pour des entreprises. Ça peut être aussi, encore une fois, pour des marques, ça peut être aussi présenter des collaborateurs. Donc, ça peut exister en format court, tout à fait. Généralement, ce qu'on fait aussi, c'est toujours un contenu qu'on appelle phare, qui est le documentaire, le format long, qu'on va ensuite, dès l'écriture, imaginer en plusieurs formats courts, avec à chaque fois soit un remontage par partie pour essayer de toujours être intéressant, par chapitré si c'est différentes thématiques qu'on va aborder, si c'est juste quelques phrases qu'on veut retirer. Mais en tout cas, oui, ça peut exister et en tout cas, c'est ce qu'on recommande. Toujours un format long, entre guillemets, et des formats extraits de ce format long qui peuvent être montés pour pas non plus juste que ce soit des sortes de duplications et toujours, encore une fois, intéresser votre audience. Merci beaucoup Valéria. Alors je sais que j'ai pas pensé à parler ukrainien. J'espère que tu m'as bien compris et que j'étais assez clair. Alors Claire nous dit avec les formats longs marche très bien quand les créateurs de la vidéo sont déjà connus ou si le concept est très fort. Oui, c'est vrai que c'est une bonne remarque. Souvent, j'ai beaucoup parlé de créateurs qui font des choses, donc forcément, leur image joue sur le résultat de la vidéo. Mais ce qui est tout bête, si on reprend l'exemple de DJ Mehdi, alors c'est quelqu'un qui est connu entre guillemets, mais qui n'est pas tant connu que ça. D'ailleurs, pour la petite anecdote, j'ai pu échanger avec la productrice du documentaire DJ Mehdi Made in France au moment justement du live Les Burgers Volants. Et elle m'a dit qu'en fait, le réalisateur et producteur Thibaut de Longeville a été voir les plateformes, Netflix, Amazon, etc. Et à chaque fois qu'il allait les voir, les gens disaient « on ne connaît pas DJ Mehdi, on ne sait pas qui c'est ». Ils ont fait une recherche Google, ils ont vu que personne n'en parlait sur Twitter, ils se sont dit « en fait, ça ne nous intéresse pas ». Donc, on voit que c'est intéressant parce que DJ Mehdi, je pense qu'en effet, il a une petite réputation, il est très connu, mais pour des gens jeunes, plus jeunes ou même un peu plus anciens, c'est pas un nom qui revient. C'était pas lui qui était sur le devant de la scène, contrairement à Son 13, à Kerry James, aux gens qui l'accompagnaient, au Daft Punk, etc. Donc, je pense que malgré tout, même si on n'est pas connu ou même si notre sujet n'est pas connu, il mériterait d'être connu ou en tout cas d'être plus mis en avant. Et l'exemple là, je trouve, illustre bien cet effet-là. Donc là, on parle d'un média qui a fait un documentaire sur un artiste, mais pour une entreprise, ça peut aussi coller tout à fait. Bonjour, on est nombreux et je pense reconnaître la valeur ajoutée des contenus proposés. On voit toutefois que derrière, il y a des moyens de production conséquents. Souvent, nos clients, nous-mêmes, nous avons le temps, les budgets ou les deux pour s'aligner sur la qualité de production. Sur quoi est-il possible d'arbitrer et à contrario, sur quels aspects il faut absolument mettre dans le curseur? Dans les exemples donnés, le contenu et le produit, quid quand le contenu doit mener à un produit ou qu'est-ce qu'on observe des tendances? Alors pour la question sur les moyens de production, c'est vrai que c'est toujours un peu le nerf de la guerre, que ce soit pour faire des événements, que ce soit pour faire de la production, du matériel, etc. Aujourd'hui, je pense, encore une fois, c'est moi qui pense ça, je pense que les contenus moins travaillés et plus spontanés sont mieux perçus. On le voit par exemple pendant le Covid, on a eu beaucoup d'interviews en visio à la télé qui n'étaient pas ultra quali, etc. Tout ça c'est resté aujourd'hui et on accepte le fait que la visio ce soit un Zoom ou autre et que ce soit moins quali que envoyer une équipe de tournage sur place pour filmer l'interview. Pareil sur nos lives, on peut faire des lives où on filme avec un téléphone en duplex à un moment donné. Ça peut être aussi pour vos contenus vidéo, avoir des contenus un peu off qui sont un peu moins bien filmés entre guillemets, moins bien éclairés. Et on est vraiment dans cette tendance on revient au côté nature. J'ai une collègue aussi qui fait de la lumière chez nous et qui disait qu'aujourd'hui, quand on fait de la lumière sur un plateau, quand on fait de la lumière sur un lieu de tournage, l'idée, c'est pas de faire une fausse lumière, c'est de faire une lumière la plus naturelle possible. Donc limite, il faut qu'elle soit la moins visible possible. C'est un peu comme le travail du son d'ailleurs. Donc je dirais que ce qu'il faut arbitrer surtout, c'est le contenu, encore une fois, au centre du média.
d'avoir, entre guillemets, si c'est pour diffuser, une très bonne qualité de son, parce que c'est vrai que ça, c'est quand même ce qui fait la différence. Le son est très très important, que ce soit pour du live ou de la vidéo. Mais en termes de captation vidéo, c'est peut-être un peu moins important. Alors, je mets des guillemets, hein, si vous filmez avec un Nokia, c'est sûr qu'on ne va pas être d'accord. Mais vous voyez ce que je veux dire. En tout cas, on peut se permettre d'être un peu moins quali, un peu moins pro. Mais en essayant de soigner quand même quelques aspects, notamment le son, je pense que c'est très important. Merci beaucoup Magali. Quels sont les principaux KPIs pour mesurer le succès d'un contenu vidéo sur les réseaux sociaux, car souvent le nombre de followers n'augmente pas forcément. Merci Mathilde pour la question. Alors moi c'est vrai que en termes de KPIs, je vois pas forcément le nombre de fans ou le nombre d'abonnés qui... Enfin pour moi c'est pas forcément le premier lieu, parce qu'aujourd'hui, et on le voit, et je pense que c'est TikTok aussi qui nous a mis ça dans le cerveau, c'est que quand on aime quelque chose sur TikTok, on va le voir passer. Peu importe qu'on soit abonné ou pas à la page de l'entreprise, à la page de la marque. Donc en fait, on n'a plus ce réflexe, je trouve, de s'abonner aux marques, aux entreprises ou même aux créateurs, parce qu'on sait inconsciemment, alors que c'est pas forcément vrai, qu'on va retomber dessus si on aime bien ce format. Donc du coup, pour moi, les KPIs les plus intéressantes, c'est toujours déjà le nombre de vues organiques, idéalement, mais ça peut être aussi sponsorisé. Voir est-ce que les gens l'ont vu, et surtout la durée de visionnage. Par exemple, on a sorti il y a quelques temps, pour notre propre communication à Viastoria, une vidéo qui parle du métier de technicien vidéo avec 2 de nos collaborateurs qui témoignent. On est à peu près, je crois, à 500 vues aujourd'hui, donc ce qui n'est pas énorme, mais sur YouTube, ce qui est déjà beaucoup pour nous en tout cas. On a vu que le taux de rétention était à 25%. Enfin, en tout cas, un quart des personnes qui ont commencé la vidéo l'ont fini. Donc c'est vraiment assez énorme, mine de rien, comme statistique. Donc moi, c'est ça que j'aime bien regarder, c'est la rétention, le nombre de vues et idéalement aussi les interactions s'il y en a. Et encore une fois, les partages, ça fait toujours plaisir. Mais c'est vrai que maintenant, on a l'habitude, comme les créateurs le font, n'hésitez pas à vous abonner, de commenter, etc., de partager. Je pense que, ouais, en effet, on est un peu matrixé par TikTok, on n'a plus l'habitude de ça. Donc je dirais que c'est un peu moins à prendre en compte qu'avant. Alors, merci pour ce live. Une question peut-être hors sujet, mais une fois avoir fait le contenu vidéo, on peut peut-être confronter des difficultés pour la diffusion. Outre la diffusion sur les réseaux sociaux ou en communication au sein de notre communauté, comment diffuser ce contenu de façon pertinente? Combien de fois peut-on se permettre de diffuser et répéter la diffusion du contenu créé? Merci Inen pour la question. Oui, c'est vrai que du coup, quand on réfléchit le contenu, il faut à chaque fois qu'on pense création et diffusion dès la production du contenu, en tout cas en amont, à la jeunesse du projet. C'est hyper important. Ça, je dirais que ça dépend déjà des plateformes que vous avez à disposition et surtout des gens que vous souhaitez toucher. Mais en tout cas, j'allais dire, si je prends votre exemple de chez FizzUp où vous avez des exercices sportifs, je dirais que c'est presque indéfini, ou alors il faudrait, je sais pas s'il y a des marronniers dans le sport, des choses comme ça, pour revenir dessus, pour repartager des contenus. Mais je dirais que c'est des contenus entre guillemets froids, donc qui ont été produits il y a quelques années par exemple, mais qui resteront toujours chauds parce que l'exercice restera le même, parce que le coaching restera le même. Donc c'est vrai que là, c'est peut-être plus à voir avec ton audience, comment tu sens les réactions, justement, le nombre de vues sur les mêmes contenus, s'ils reviennent, si au final ils sont là, s'ils partent, ça peut jouer. Mais je dirais que par rapport à ta thématique, ça peut être des contenus froids, mais qui sont chauds, en tout cas, qui peuvent être partagés un peu tout le temps, sans forcément en abuser. Et ça peut être aussi en déclinaison. Je sais que je connais pas tout ce que vous faites, enfin, je connais une partie, mais en termes de diffusion, pas trop. Mais oui, ça peut être des formats longs, des formats courts, comme on l'avait fait une fois sur ce plateau, des formats questions-réponses. Il ne faut pas non plus hésiter à varier un peu les plaisirs. François, est-ce qu'il n'est pas aussi utile de prévoir des interactions sous forme de call to action, ce qui permet de mieux mesurer l'efficacité du contenu? Oui, tout à fait. Alors, il ne faut pas non plus en abuser des call to action, mais comme on le disait avant, ça peut être une phrase, ça peut être n'hésitez pas à partager, ça peut être n'hésitez pas à remplir ce formulaire pour avoir plus d'informations sur vous, etc. Mais ça peut être aussi rejoignez ce site. Par exemple, aussi, quand on fait nous, on fait des campagnes avec des créateurs de contenu pour certaines marques. Nous, notre recommandation, c'est de créer des liens traqués pour savoir combien de personnes sont venues via cette campagne. Donc,
histoire de quantifier encore une fois, de pas se dire ok on fait une campagne avec un créateur, il y a 1000 personnes, je dis n'importe quoi, qui vont sur la page, mais on ne sait pas si elle vient de notre campagne, si elle vient d'autre chose, d'un spot télé ou autre, etc. Parce que forcément il faut toujours multiplier un peu les canaux de diffusion. Donc voilà, c'est aussi des manières de faire pour la création de contenu et des créateurs, des liens traqués. Mais oui, en effet, le call to action peut être vraiment, vraiment intéressant. Et surtout, en call to action, on n'y pense pas forcément, mais c'est aussi demander l'avis de votre audience, qu'est-ce qu'ils en pensent, est-ce qu'ils ont aimé ce format, comment les... En fait, il faut avoir cette philosophie de, comme des créateurs de contenu, de se dire il faut que je plaise à mon audience, sans forcément se dénaturer non plus, ou changer d'ADN, ou changer d'image. Mais comment est-ce que je peux les aider, les accompagner? Ça peut être par des sondages. De quoi avez-vous besoin? Comment est-ce qu'on peut vous accompagner? Vous aimez notre marque, on vous en remercie. Comment est-ce qu'on peut aller plus loin ensemble? Qu'est-ce qui manquerait dans nos contenus? C'est comme il y a une phrase qui dit stop studying, start helping. Je pense qu'elle n'a jamais été aussi vraie que ça. Donc c'est ne pas faire du contenu pour vendre, mais faire du contenu surtout pour aider. Merci Thomas pour ce partage, merci beaucoup. Martin, sur certaines productions, j'ai pu explorer l'Event All Star, les moyens de production étaient dignes d'une grosse prod TV avec les mêmes partenaires techniques que pour une prod TV, tout à fait. Ce genre d'événement gros budget ne risque pas à terme d'enlever le charme de Twitch et de briser la frontière entre TV classique d'Internet. Alors c'est vrai qu'il y a toujours cette question de est-ce qu'une grosse production, donc le GP Explorer c'était une boîte de prod, une grosse boîte de prod française, le Eleven Star c'était 2 grosses boîtes de prod espagnoles et françaises, donc on est clairement dans 2 mondes qui s'affrontent, mais au début j'étais un peu comme ça en me disant on va dénaturer Internet, on fait de la télé sur Internet, j'étais un peu frileux, c'était il y a quelques mois, et en fait maintenant je trouve ça plutôt bien et plutôt j'allais dire excitant de se dire ok, maintenant on peut faire des grosses émissions sur Internet, on peut utiliser des médias interactifs qu'on n'a pas forcément à la télé pour faire des productions télé comme on peut le voir avec le Yemen All Star ou un match de foot classique. Donc moi je trouve que cette frontière en fait on devrait la briser et surtout on ne devrait pas avoir de tabou à faire des programmes de plus en plus produits. On a beaucoup le talk show à la télé sur Internet, c'est vrai que les gens disaient aussi le talk show sur Internet ça va dénaturer la plateforme, mais au final je trouve que pareil il n'y a pas assez de talk show finalement, il n'y a pas assez, tout le monde a une place à prendre je pense, et avec une grosse prod c'est mieux, avec une petite prod on peut aussi se débrouiller. Mais pour moi ça va pas forcément dénaturer l'un ou l'autre, ça va forcément créer des écarts entre les grosses prods internet et les petites prods internet, comme les grosses prods télé dénaturent les petites prods télé. Mais moi je vois ça plutôt d'un bon œil et je trouve ça plutôt rassurant de me dire que maintenant on investit aussi beaucoup d'argent sur internet entre guillemets. Alors je ne sais pas si j'ai vu toutes les questions, on arrive bientôt à la fin de l'émission. Je vais essayer de rescroller dans l'autre sens. Si j'ai oublié quelque chose, n'hésitez pas à me le remettre. Je crois qu'on a tout dit, si je dis pas de bêtises. Alors Squeezie a fait donc Magali, Squeezie a fait à la fois des grosses productions et des contenus hyper simples, donc les deux peuvent cohabiter à mon sens. Exactement, voilà, pour finir cette émission, on va parler de Squeezie. En effet, je suis d'accord avec toi Magali, c'est que on le connaît pour des grosses productions internet, avec des millions d'euros, il a loué des Bercy, des hôtels à Carolina, etc. Et on l'a vu dans l'exemple juste avant, maintenant il fait un podcast en chaussettes dans son setup, sur un canapé, 4 micros, les fils qui pendent, le chat qui rentre, le chien qui crie à l'étage. On rentre maintenant dans ce côté comment faire des contenus intéressants, mais avec peu de budget. Alors encore une fois, il y a une équipe quand même qui l'aide, mais on est dans ce côté-là de le contenu first, et ensuite si on peut améliorer la vidéo c'est cool, si on peut améliorer le son c'est cool. En tout cas voilà, il a soigné ces 2 aspects avec le contenu, mais le reste c'est un peu en mode chill à la maison. Donc voilà, ça résume un peu finalement cette conférence. Un grand merci à tous et toutes d'avoir suivi cette émission, j'espère qu'elle vous aura été utile et qu'elle sera intéressante pour vous, pour vos contenus de communication en 2025. Donc merci aussi à l'UCC Grand Est et au Club de la Presse d'avoir organisé cet événement en partenariat avec Viastoria. Merci aux équipes en régie pour la bonne réalisation de ce live et la bonne production. Maëlle à la réalisation, Thomas à la régie, Justine au script, Julie aux caméras, Mathieu au son, William pour l'habillage. Vous pourrez retrouver ce replay sur nos réseaux sociaux et sur les réseaux sociaux de l'UCC Grand Est très prochainement. Donc n'hésitez surtout pas à aller voir si vous avez raté quelque
quelque chose ou si vous souhaitez juste revisionner ce live, ce sera avec grand plaisir. Et je vous dis à bientôt pour de prochains contenus vidéo, pour de prochains événements en live. Je vous souhaite une très belle journée et à bientôt.